Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 21 mars. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Il fut un temps, on les appelait avec mépris les Mongoliens. Chaque année en Guadeloupe, près de 6 enfants naissent avec la maladie. Une nouvelle campagne de sensibilisation est lancée. La région des Grands Fonds est parsemée de carrières, le plus souvent en tuf. Certaines sont légales, beaucoup d'autres ne le sont pas. Des riverains se plaignent des nuisances causées par l'activité. Le président américain poursuit sa visite historique sur l'île Castriste. Dans les pages Caraïbes de cette édition, nous évoquerons l'envers du décor à Cuba. Le journal Aurélie Ronze. Et nous recevons ce soir Julien Mérillon, président du Coreca et membre du CAGI. Nous reviendrons avec lui sur la visite du président américain Barack Obama à Cuba, ainsi que sur les 70 ans de la départementalisation. Mais avant, nous allons parler de santé, puisque la trisomie 21 était au cœur d'une journée mondiale aujourd'hui. En France, près de 50 000 personnes sont porteuses de cette maladie génétique. Et cette journée était donc l'occasion pour les associations de sensibiliser le public sur ce handicap. En Guadeloupe, l'association Espoir Caruquera milite tout au long de l'année dans ce sens et tenait donc aujourd'hui un stand au centre commercial d'Estreland. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Communiquer, sensibiliser et accompagner les familles, c'est le but de l'association Espoir Caruquera. Donc on se donne les moyens avec des partenaires de pouvoir, comment je peux vous dire ça, de pouvoir sensibiliser la Guadeloupe à cette pathologie. C'est le RIMALAN, le registre des malformations des Antilles, qui répertorie le nombre de naissances par an d'enfants porteurs de handicap. Le RIMALAN a débuté depuis 2009 et ils sont, comment on peut dire, vecteurs de sources fiables pour confirmer le nombre de naissances d'enfants trisomiques par an. Donc on a répertorié à peu près 7 à 9 par an, en Guadeloupe seulement. Et au total, parce qu'ils vivent quand même jusqu'à l'âge de 60 à 70 ans, donc à peu près 400 personnes porteuses de trisomie 21 en Guadeloupe, ce qui est énorme. Florence est retraitée et bénévole pour l'association. Elle a tenu à être présente ce matin. Je suis la mamie d'une petite fille porteuse de trisomie et que j'essaie de sensibiliser les gens aux problèmes d'intégration de tous ces enfants qui ont besoin d'aide, d'accompagnement et beaucoup d'amour, de façon à pouvoir être comme les autres et de pouvoir être de plus en plus autonome. C'est la journée d'ailleurs aujourd'hui, on insiste sur l'autonomie de l'enfant pour développer chez lui tout ce qui est dans ses possibilités de devenir le plus autonome, que ce soit dans les gestes de tous les jours, mais aussi dans la compréhension au niveau des écoles, et pour pouvoir mieux les intégrer dans l'école, et enfin un jour trouver un travail et être parmi tous les gens de la société. Les associations guadeloupéennes envisagent de créer une fédération afin de faire entendre une seule et même voix, celle des enfants porteurs de trisomie 21. Au chapitre social, les salariés de Canal+ Canal Satanti sont en grève, on le rappelle, depuis maintenant le 2 mars. Ils demandent l'annulation d'une procédure de licenciement à l'encontre d'une des employées. Aujourd'hui, c'était la reprise des négociations qui ont débuté en présence de la direction ainsi que d'une délégation de l'UGTG emmenée par Gaby Clavier. Les discussions se sont déroulées sereinement, il y a eu des avancées. Les deux parties doivent se revoir demain à 11h. Économie à présent, la semaine dernière, nous nous sommes intéressés sur Alizé à la filière des carrières. Alors les carrières, on le rappelle, servent à construire des maisons, des routes ou encore faire des terrassements. En Guadeloupe, 20 carrières sont officiellement reconnues par l'ADEAL. Focus ce soir sur les carrières des Grands Fonds avec Karine Gielman. Les carrières, les Grands Fonds en sont parsemés. Sur le bord de la route, dans le creux des montagnes, le tuf de calcaire s'effrite de la roche. Il abîme la route et il n'arrange pas la route. Quand ils ont fini, bon, il fait leurs affaires et il n'arrange pas la route. Ça arrive souvent? Ça arrive souvent. Regardez-moi la route pour aller jusqu'aux abîmes. Il y a des routes, il y a ceux qui sont faits
Mais il y a ceux qui sont mal faits, il n'y a pas les bordures de la route, c'est pas fait, et on prend du tuf, mais la route, ça n'arrange pas. Autorisées ou illicites, elles sont omniprésentes dans le paysage de cet arrière-pays. 14 grandes carrières sont autorisées dans le Nord Grande Terre. Pourquoi cette importance de carrières illicites dans les grands fonds? C'est souvent que ce sont en fait des prélèvements qui sont faits à l'occasion de travaux d'urbanisme. C'est-à-dire que les aménageurs, plutôt que d'aménager le projet à la pente, eh bien, aménagent la pente au projet, donc suppriment la pente, font une extraction importante de matériaux afin d'obtenir un terrain plat, ce qui leur permet de positionner leur construction plus simplement. La population vit avec les carrières au quotidien. Pour moi, ici, c'est un peu trop, il y a un peu trop. Parce que comme il y a beaucoup d'habitants, ça nous embête quoi. Ça te crée des nuisances? Voilà. Quel type de nuisances? Des nuisances qui veut dire, il y a des gens qui sont asthmatiques, il y a des gens qui ça emmène des trucs de cancer aussi, comme ça. L'impact des carrières illicites est important puisque vous avez déjà un impact visuel évident quand vous promenez dans les grands fonds puisqu'il y a un véritable mitage du paysage avec des frontailles illégaux. Ensuite, il y a bien sûr des problèmes de sécurité, on l'a vu encore récemment, c'est-à-dire que quand ces prélèvements sont faits sans analyse préalable par des gens qui ne sont pas compétents, on peut aboutir à des accidents, et donc l'effondrement de frontailles, soit directement lorsqu'il y a de l'extraction, soit également après, puisque si le frontail n'a pas été fait de manière sécurisée, il peut y avoir des éboulements. La plupart des carrières servent à la construction de maisons. Les particuliers peuvent en effet également solliciter une demande d'exploitation auprès de l'ADEAL. Moi, je peux dire comme si c'est pour ma fille, sur le placement de ma fille. Et donc, on l'a fait comme ça, c'est tout. Ça, c'est votre maison qui est ici? Oui, celui-là, c'est ma maison. Et derrière, c'est ma fille. D'accord. Et la carrière, c'est vous qui l'avez faite? Non, c'est pas moi. Et c'est quelque chose qui vous sert? C'est pour faire une maison. Depuis 2015, des amendes administratives sont encourues en cas d'exploitation illicite des carrières. Le montant de l'amende peut aller jusqu'à 15 000 €. Vous le savez, l'actualité est marquée par la commémoration du 70e anniversaire de la départementalisation. Julien Mérion, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président du CORECA, mais aussi membre du CAGI. Avant de parler justement de cette fameuse départementalisation, je vous propose d'écouter les propos de Rosan Mounien, l'ancien secrétaire général de l'UGTG. Elle s'exprime en effet sur l'influence de la départementalisation sur la situation économique que connaît aujourd'hui la Guadeloupe. Il répond à Jacques Damprobe, on l'écoute. La départementalisation, ça a été essentiellement la mise en place et la mise en œuvre d'une politique sociale. Une politique sociale permettant de créer un pouvoir d'achat, donc un pouvoir de consommation, mais dans le même temps, les structures essentielles de l'économie guadeloupéenne n'ont pas évolué. Par exemple, 55% des terres agricoles étaient contrôlées par une dizaine de gros propriétaires. L'économie de production, du fait de la mise en place de normes françaises dans un premier temps et de normes européennes dans un deuxième temps, n'est pas devenue compétitive. Donc progressivement, la départementalisation a provoqué l'effondrement du secteur de production au profit essentiellement de l'importation, de l'import-substitution et l'application bien entendu des 40% entre autres. Cela a créé effectivement un pouvoir de consommation alors que dans le même temps, le système économique il s'effondrait. Donc en réalité, la départementalisation a quelque part aggravé, mais de façon pratiquement définitive, la situation de dépendance économique de la Guadeloupe qui aujourd'hui produit à peine 10% de ce qu'elle consomme. Julien Mérion, est-ce que vous partagez le point de vue de Rosan Mounien? Alors, il aborde la question d'un point de vue économique. Effectivement, j'abonde pour l'essentiel à son propos. Il faut, à mon avis, aller un peu plus loin. Et la départementalisation, c'est un moment de l'histoire de la Guadeloupe. Et je crois que son impact va au-delà de la question purement économique. L'impact va au-delà même du simple fait politique. Elle est aujourd'hui dans les structures mentales
au point que j'ai pu dire que la fin du département ne signifiera pas la fin de la départementalisation. Dans la mesure où depuis quand même 70 ans, elle a façonné la façon de voir, d'appréhender les choses, de concevoir la relation avec l'Hexagone. Et tout ceci dans un cadre qui est celui, en réalité, de la filiation directe avec le pouvoir central. Donc, la décentralisation, à mon sens, dépasse le champ économique, dépasse le champ purement politique, pour entrer dans une dimension qui est beaucoup plus sociétale, qui fait que, elle constitue ce que j'appelle un moment d'histoire. Alors, la semaine dernière, Victorin Lurel a présenté son rapport sur l'égalité réelle. Est-ce que ce ne serait pas finalement l'aboutissement de la loi d'assimilation de 1946 ? Je vous ferai remarquer qu'en 1946, le 12 mars exactement, l'objectif qui était fixé par Aimé Césaire était l'égalité sociale. Nous en sommes 70 ans après. Et on parle d'égalité réelle. Si égalité réelle est demandée, c'est que l'égalité n'est pas réelle, donc elle n'existe pas, il y a des inégalités. Ça veut dire que c'est un aveu d'échec. À mon sens, la mission, 2, la mise en place d'une structure et un rapport, etc., c'est constater qu'il y a un échec de l'ambition première qui était l'égalité sociale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après avoir constaté cet échec, il faut s'interroger. Est-ce qu'en réalité, le problème aujourd'hui, c'est un problème d'égalité qui, à mon avis, relève de l'utopie égalitaire ? Ou alors, est-ce que c'est la recherche de vrais paradigmes qui correspondent à de nouvelles relations entre la France et ses outre-mer ? Alors, est-ce que la question également aussi de l'évolution institutionnelle ou statutaire n'est-elle pas définitivement close après la réforme il y a 3 ans de François Hollande, la réforme territoriale ? La Guadeloupe, depuis qu'elle existe en 1635 dans ses relations avec la France, a toujours été au cœur de cette dimension, de ce problème statutaire. Même lorsque la Guadeloupe aura changé de statut, la question de l'évolution statutaire se posera, puisque le statut est simplement la réponse institutionnelle à un moment donné des relations économiques et sociales. Donc elle se posera toujours. Et à mon avis, c'est de la plus pure sottise que de dire qu'un jour la question statutaire puisse être définitivement réglée. C'est pas possible. Alors Julien Mérion, on va quitter la Guadeloupe, on va aller à Cuba, puisque depuis hier, le président américain Barack Obama a entamé une visite historique. Cela faisait en effet près d'un siècle qu'un président des États-Unis en exercice n'avait pas posé les pieds sur l'île. Barack Obama est accompagné de sa femme et de ses 2 filles. Je vous propose de suivre les coulisses de cette visite dans notre Minute Caraïbes et on en parle après avec vous, Julien Mérion. Barack Obama à Cuba, un noir dans un pays de préjugés. Un président américain n'avait pas foulé le sol cubain depuis 1928. La visite d'Obama est donc un événement, d'autant plus que ce chef d'État est noir et que Cuba est marqué par de lourds préjugés. Certes, c'est une île métissée, mais presque complètement dirigée par une élite blanche depuis le début de la Révolution. On compte sur les doigts d'une main les politiciens ayant atteint le premier cercle du pouvoir. En réalité, il n'y en a qu'un seul, Esteban Lazo, président de l'Assemblée nationale depuis 2013. Lazo était précédemment l'un des vice-présidents du Conseil d'État. Il a été remplacé à ce poste par une autre personnalité noire, Salvador Valdés Mesa, aujourd'hui vice-président du Conseil à son tour. Sur 25 ministres, seulement 3 sont noirs. Cette comptabilité raciale n'a rien d'anecdotique dans un pays qui, en 1886, fut l'avant-dernier pays au monde à abolir l'esclavage, juste avant le Brésil en 1888. Dans toutes les sociétés post-esclavagistes de l'arc antillais, Brésil compris, le poids de l'histoire et les préjugés raciaux demeurent extrêmement prégnants, quoi qu'en disent les dirigeants de ces pays. Aujourd'hui, la population noire continue d'être marginalisée et de vivre dans les quartiers les plus pauvres. La grande majorité de la population carcérale appartient à ce groupe ethnique. 9 migrants morts en mer. À l'heure où la Air Force One de Barack Obama se pose sur le tarmac de l'île de Fidel Castro, 9 migrants cubains sont morts en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre les États-Unis à bord d'une embarcation de fortune. 18 rescapés ont pu être secourus près des côtes de la Floride dans un état de déshydratation sévère. Les gardes-côtes américains soulignent la hausse continue du nombre de Cubains tentant d'arriver aux États-Unis par la mer. Les migrants craignent une restriction de la politique migratoire après le dégel diplomatique entre les 2 pays. Les Cubains entrés illégalement aux États-Unis par voie terrestre sont autorisés à y rester.
Or, depuis la fin de 2014 et l'annonce surprise du rapprochement entre les deux pays après plus d'un demi-siècle de rupture, certains Cubains craignent que ce régime spécial d'immigration ne disparaisse, ce qui a provoqué une explosion du nombre de tentatives d'entrée aux États-Unis. Selon l'Institut Pew Research Center, qui cite des données officielles américaines, près de 30 000 Cubains ont rejoint les États-Unis entre septembre 2014 et juin 2015, soit un bond de 78% en un an. Le groupe hôtelier Starwood s'installe dès cette année. C'est un symbole fort du retour sur l'île communiste des multinationales américaines. Après des décennies d'absence depuis la révolution castriste de 1959, Starwood va s'implanter à Cuba, a annoncé le groupe dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les termes de l'accord signé avec les autorités cubaines, qui représentent des millions de dollars d'investissement, la chaîne hôtelière va notamment gérer 2 établissements situés à La Havane d'ici la fin de l'année 2016, l'hôtel Inglaterra et l'hôtel Quinta Avenida, lequel passera sous enseigne Sheraton. Starwood compte aussi ajouter à son portefeuille l'hôtel Santa Isabel, également situé dans la capitale. Miami et La Havane étant séparés de seulement 150 km, la Isla Grande devrait, à terme, attirer de nombreux Américains, notamment par voie aérienne, car les États-Unis et Cuba ont signé un accord pour reprendre le trafic aérien commercial, interrompu depuis 50 ans. Les compagnies américaines pourront désormais développer leur réseau à raison de 110 vols quotidiens entre les États-Unis et Cuba. 20 nouveaux vols réguliers par des compagnies américaines seront à ajouter aux 10 à 15 vols chartés existants aujourd'hui vers la Havane. Julien Mérion, cette visite de Barack Obama à Cuba est historique à plus d'un titre, mais concrètement, sur quoi pourrait-elle déboucher ? Sur quoi pourrait-elle déboucher ? D'abord, d'où vient-elle ? Je crois que c'est peut-être là vraiment la première question. Elle vient on l'a dit, de plus de 50 ans de blocus, de rupture de relations diplomatiques. Quand on sait que les États-Unis et Cuba sont à quelques encablures, Cuba est à quelques encablures de la côte de Floride, cela montre bien qu'il y a là une résurgence, tout simplement, de la guerre froide. Ça, je crois que le premier élément important à mettre dans le débat. D'où ça vient de là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître timide, on avance à petits pas depuis le 17 décembre 2014, date à laquelle les 2 présidents avaient déclaré se remettre un peu à la table de négociation. Mais il faut bien admettre aussi que cette avancée se fait véritablement sur des œufs, parce qu'il y a 2 gros problèmes. Le premier problème, c'est que les Cubains ne cessent de réclamer que, d'une part, les États-Unis rétrocèdent la base de Guantanamo sur laquelle ils sont installés depuis 1902, il ne faut pas l'oublier, et où, évidemment, ils considèrent qu'ils ont un bail perpétuel, et par conséquent, ils n'entendent pas le remettre. Et deuxièmement, les Cubains aussi demandent la levée de cet embargo qui existe depuis 1962. De leur côté, les États-Unis exigent que les droits de l'homme soient respectés à Cuba et que par conséquent, il y ait une véritable libéralisation du régime. Et je crois que l'affrontement est là, autour de ces 2 questions. Et on ne pourra avancer que par petits pas sur ces 2 questions. Alors aujourd'hui, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est que les 2 ont admis l'existence de ces difficultés. Mais les 2 ont aussi exprimé la volonté d'aller un peu plus loin dans le réchauffement des relations. Il faut savoir que pendant cette visite d'Obama, se tenait un forum à La Havane entre les entrepreneurs cubains et les entrepreneurs américains, de façon à voir comment développer les relations de commerce. Et je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque du retour du capitalisme américain à Cuba ? J'aime bien cette question dans la mesure... J'étais à Cuba au mois de juillet de l'an passé, et j'ai pu en discuter avec énormément de plusieurs Cubains, de nombreux Cubains, qui s'interrogeaient. Alors, je vais vous livrer en particulier ce que me disait Oscar, qui est le président d'un CDR, un comité de défense de la révolution à Santiago de Cuba, et il me disait ceci, il me dit, oui, on veut qu'il y ait une libéralisation des échanges, on veut pouvoir voyager, on veut pouvoir avoir accès à Internet, mais on ne veut pas remettre en cause
1, le système de santé, 2, le système scolaire, 3, on ne veut pas remettre en cause non plus un peu cette liberté culturelle que nous avons. Et je crois que là, il faut trouver le bon équilibre dans cette relation nouvelle entre ce que la révolution a apporté, que les Cubains considèrent comme étant essentiel, et ce que peut apporter l'ouverture sur le monde moderne. Alors, il est sûr, et je comprends bien la question que vous posez, que ça ne va pas se faire sans risque. Risque de vassalisation de Cuba, ça, il est réel eu égard à la puissance des Américains, mais l'autre risque aussi, c'est de voir petit à petit un peu l'adhésion au pouvoir populaire s'effriter, compte tenu du fait que l'intervention des nouvelles technologies permettrait de passer outre le Parti communiste et le pouvoir cubain. Une dernière question, vous avez bien sûr suivi cette visite de Barack Obama, on a parlé de visite show, de visite spectacle, est-ce que c'est votre avis aussi ? De toute façon, il ne peut pas ne pas y avoir de spectacle dans ce genre de visite, pour deux raisons en l'état actuel des choses. La première, parce que je crois que Obama veut en faire un marqueur de sa présidence. Sa présidence va être, il n'aura pas réussi sur d'autres domaines, mais elle va être en particulier identifiée au dégel des relations avec Cuba. Et je crois que Raúl Castro veut aussi de son côté montrer que, après la période où Fidel a tenu le bateau contre toutes les tempêtes, les ouragans, etc., qu'il est celui aussi qui a permis un peu d'ouvrir Cuba sur l'extérieur. Donc les deux sont à la recherche d'une nouvelle légitimité, et le spectacle dont vous parlez vient de là, mais la politique est spectacle aussi. Merci Julien Mérion en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le président du CORECA, également membre du CAGI. On va ouvrir maintenant notre page des sports avec tout d'abord du football. C'est cette semaine que doit se disputer le premier tour des éliminatoires de la Coupe des Nations Caraïbes. Les Guada Boys, la sélection de Guadeloupe, sera opposée à Saint-Martin et au Suriname. L'équipe entraînée par Gérard Andy pourra notamment compter sur la présence de Claudio Beauvu. De son côté, la Martinique affrontera les îles Vierges britanniques ainsi que la Dominique. Quant à la Guyane, elle jouera contre Cuba et contre les Bermudes. Clap de fin pour la 19e édition de la Carujet qui a sacré le Varois Teddy Ponce champion du monde de jet ski UIM dans la catégorie pro. C'était hier. Il devance les Guadeloupéens Yann Ponama et Pascal Gounouman. Dans la nouvelle catégorie, la catégorie atmosphérique, c'est le multiple champion Cyril Lemoine qui l'emporte. Son portrait est signé Éric Pommier. La Carujet 2016, 19e édition, se devait d'être un cru exceptionnel. Il l'a été, couronnant cette année 2 champions de notoriété internationale, Teddy Ponce pour la catégorie pro et surtout Cyril Lemoine pour inaugurer la catégorie atmosphérique. Cyril Lemoine, en écrasant sur son passage son concurrent direct Vincent Thomas, s'est offert de fort belle manière un nouveau sacre à son palmarès déjà bien étoffé. C'est vrai, je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir plus de 10 titres de champion du monde. Là aujourd'hui c'est mon 12e, ma 3e Carujet. Donc je suis vraiment heureux. Cyril Lemoine est un pur produit des sports mécaniques puisqu'il a commencé par le motocross dans sa jeunesse. Fatigué de prendre des gamelles, le pilote s'est jeté à l'eau pour le jet ski où très vite il a trouvé ses marques, accumulant les titres de champion du monde, le premier à Oléron en 2005. Puis se sont enchaînés les plus beaux titres parmi lesquels la Carujet. Cyril Lemoine se dit être une bête de compétition. Moi je pense que ce qui m'a beaucoup sauvé à chaque fois, c'est vraiment avoir l'envie de gagner. Je pense que c'est la base à chaque fois que j'ai pris le départ d'une course, même si je savais que j'étais peut-être pas le meilleur ou le plus rapide, il faut viser que la première place du podium et c'est comme ça qu'on gagne des titres. Et après, j'ai gagné pas mal de titres aussi avec ma tête parce que des fois, il faut savoir se calmer un petit peu, pas penser à faire le show et la gloire et penser à celui qui va être le premier sur le podium à la fin du week-end. Absent de la Carujet depuis 2010, fatigué d'essuyer des ennuis mécaniques en catégorie F1 et donc démotivé, le pilote est pourtant revenu cette fois pour renouer avec la victoire en Guadeloupe. Cyril Lemoine, 12 fois champion du monde, rêve désormais de la Californie pour un championnat américain et donc de nouveaux challenges, de nouveaux concurrents et probablement de nouveaux titres. Et puis hier, en marge de la Carujet, le navigateur Alvaro de Marichalar était présent pour sa 40e expédition nautique, celui qui a été en 2002 le premier à traverser en jet ski l'Atlantique est parti de Porto Rico et a fait escale dans une trentaine d'îles de la Caraïbe. Hier, il était en escale technique en Guadeloupe avant de repartir pour l'île de Montserrat.
Avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Au programme, des éclaircies, mais aussi des passages nuageux qui pourront d'ailleurs donner lieu à des averses. Ce sera le cas dans la région pointoise et dans la région de Sainte-Rose. Les températures seront comprises dans la matinée entre 25 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique sportive Minusport. Puis vous retrouverez votre émission hebdomadaire Controverse présentée par Ronnie Nabal. Il reviendra notamment sur la visite à Cuba de Barack Obama, mais aussi sur les 70 ans de la départementalisation. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.